Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Comme vous le savez, nous sommes avec le sursaut et l'AJC depuis longtemps engagés contre les maux de nos sociétés contemporaines, l'islamisme, les mouvements identitaires, les récupérations populistes. Et vous étiez d'ailleurs à nos côtés il y a 2 ans. C'est pour ça que je suis donc particulièrement heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Je vais tout de suite commencer avec la première question. Il y a 19 ans, jour pour jour, le journaliste Daniel Pearl a été décapité par des membres d'Al-Qaïda. Vous avez écrit un livre bouleversant, en tout cas qui m'a personnellement bouleversée, sur son meurtre. Vous avez retracé le chemin. Il y a aujourd'hui une actualité terrible à propos de cette affaire. Jeudi, la Cour suprême du Pakistan a ordonné la libération de l'homme qui avait été condamné pour le meurtre de Daniel Pearl. Je voudrais vous demander tout simplement qu'est-ce que cette décision dit aujourd'hui du Pakistan et qu'est-ce que la communauté internationale devrait faire selon vous? Cette décision du Pakistan, elle m'inspire une très grande colère. C'est une insulte, c'est un outrage à la mémoire de Daniel Pearl, c'est un crachat au visage des siens et d'abord de son fils, qui est né quelques mois après sa mort. C'est une menace évidemment qui pèse désormais sur tous les journalistes qui tenteront de faire leur métier au Pakistan et dans des zones inhospitalières, et c'est un pur scandale. Si je suis assez bien placé, je crois, pour savoir que la culpabilité d'Omar Sheikh ne fait pas le moindre doute. Il est l'organisateur du kidnapping. Il est le cerveau de la machination. C'est lui qui, avec un acharnement diabolique, a fait que Daniel Pearl tombe ce jour-là dans le piège d'Al-Qaïda. Donc, quand la Cour suprême du Pakistan dit qu'il n'y a pas d'éléments prouvant la culpabilité, la Cour suprême du Pakistan se moque du monde, se moque de l'Occident, se moque des États-Unis d'Amérique et se moque du nouveau président Joe Biden. Qu'est-ce que la communauté internationale peut faire? En tout cas, qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire? Exiger désormais l'extradition d'Omar Sheikh. Exiger qu'il soit jugé dans la patrie de Daniel Pearl. Ce n'est pas si facile, car il n'y a pas de traité d'extradition entre les États-Unis et le Pakistan. Mais les liens sont très forts entre le Pakistan et les États-Unis. Le Pakistan a beaucoup plus besoin de son alliance avec les États-Unis que les États-Unis de leur alliance avec le Pakistan. Si par conséquent, le président Biden le demandait avec force, l'exigeait avec détermination, je pense que les Pakistanais céderaient et que la décision de la Cour suprême serait cassée. C'est absolument essentiel pour la mémoire de Pearl et pour le futur que j'espère, voué à la disparition du djihadisme contemporain. C'est essentiel, c'est plus qu'un symbole. Merci beaucoup. Vous avez mentionné l'éradication du djihadisme. Je voudrais maintenant passer à la France, à l'Europe. Il y a eu également ici en France un meurtre, une décapitation, euh, presque 20 ans plus tard, après la décapitation de Daniel Pearl. Cette fois-ci, donc sur notre territoire, tuant Samuel Paty, professeur de la République. Quels sont les enseignements justement avec les 20 ans qui sont passés entre les deux meurtres? L'enseignement, c'est que la décapitation de Daniel Pearl a été un signal, a été un coup d'envoi terrible, atroce, comme un glas qui sonnait pour un grand nombre d'hommes et de femmes qui allaient suivre et dont le dernier en date est en effet Samuel Paty. La décapitation est un modus operandi. Hier d'Al-Qaïda, aujourd'hui de Daesh. C'est un fait.
Ça a commencé avec Daniel Pearl, cela se continue aujourd'hui. Et face à cela, si les démocraties montrent le moindre signe de faiblesse, je pense qu'elles sont fichues. Et c'est pour ça que cette affaire de la décision de la Cour suprême du Pakistan est tellement importante. Si on nous raconte que pour des raisons d'intérêt géostratégique, parce que le Pakistan est un allié important en vue des pourparlers avec les talibans, que sais-je, je crois que le signal sera terrible et on risque de voir peut-être, hélas, je tremble, rien qu'en le disant, d'autres meurtres de même sorte. Et donc maintenant, la dernière question, c'est une question qu'on pose à tous nos invités. Je sais que ça vous arrive plus fréquemment à nous autres aux autres invités. Si Emmanuel Macron vous demandait lors d'une rencontre quelles sont les 2 choses nécessaires aujourd'hui au combat contre l'islamisme, qu'est-ce que vous lui répondriez? Écoutez, il y a beaucoup de choses nécessaires, mais en tout cas, il y a deux choses qui sont à sa portée, à la portée d'une grande démocratie et qu'il commence de faire. C'est une vraie loi sur et contre le séparatisme islamiste. Il le fait. Et c'est une intransigeance absolue, et il le fait aussi, et son ministre de l'Intérieur également, avec beaucoup de détermination, une intransigeance absolue face aux prêches qui, en toute impunité, pendant si longtemps, se faisaient dans les mosquées islamistes radicales. Les prêcheurs de haine, ceux qui vont distiller ou hurler leurs appels au meurtre dans des mosquées stipendiées, bien souvent par des groupes étrangers, parfois des États, ils ne sont pas possibles sous la loi de la République. Et la France est sur le chemin de dire cela, elle le dit déjà. Et j'espère, ma recommandation serait de rester ferme sur ces points, malgré, là encore, les mauvaises sirènes, malgré les mauvais Cassandres qui ne vont pas tarder à dire que c'est en étant ferme qu'on attise encore la volonté de mort des djihadistes. Je ne le crois pas. Je crois que la fermeté, c'est la solution, même s'il n'y a pas de solution facile, de solution toute faite, et même si ce combat, là pour le coup, sera long. Merci Bernard-Henri Lévy. Merci. Merci pour votre temps. Merci.